Donc, dans un premier temps, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, donc la situation actuelle, la situation bancaire actuelle, on va démarrer cette conférence par une petite vidéo qui dure quelques minutes. Hein, c'est très très court. C'est vraiment pour vous montrer en fait comment ça se passe aujourd'hui dans la situation bancaire, pourquoi on en vient à faire des crypto-monnaies, à créer une crypto-monnaie, une monnaie digitale. Donc, je ne vais pas vous en dire de plus. Je vais tout de suite lancer la vidéo. Alors, les banques centrales, est-ce qu'elles ont un rôle prépondérant dans leur politique justement de sauvetage, on va dire, des banques plus générale, de vouloir à tout prix la croissance? Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent en vous donnant de l'argent. Est-ce que là, c'est pas quelque chose de criminel, puisque finalement, on a un système qui ne peut pas marcher? On va pas au restaurant en étant payé pour manger ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà, c'est-à-dire que avoir un système de taux d'intérêt négatif, ça doit correspondre à l'exception, mais pas à la règle. Comme vous le disiez, effectivement, cela correspond à un prix. Hein, le taux d'intérêt est le prix de l'argent. Et qu'un prix soit négatif, c'est une exception. Mais si ça dure pendant des années, si chaque fois qu'on va au restaurant, on reçoit une facture négative, on sera certainement content, mais le système ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Donc les banques centrales sont dans une impasse. Et au lieu de changer de direction, de trouver une autre solution, de chercher une autre solution, elles accélèrent. Donc elles continuent à injecter des montants phénoménaux dans cette finance casino. Et pourquoi cette volonté d'aller plus vite dans le mur plutôt que de prendre du recul et de dire c'est un système qui ne marche pas, c'est de l'argent qui finalement ne va pas à l'économie réelle? Pourquoi cet entêtement à la fois des institutionnels, des banques centrales et puis finalement des grands banquiers qui trouvent un intérêt? Qui gagne à ce moment-là? Les grands banquiers. Maintenant, pourquoi les banques centrales vont dans la même direction? Vous avez d'anciens grands banquiers qui maintenant dirigent les banques centrales. Un certain monsieur Mario Draghi, qui avant était un des directeurs de Goldman Sachs Europe, et qui maintenant est le directeur de la Banque Centrale Européenne. C'est ce même monsieur qui était donc encore une fois à l'époque directeur de Goldman Sachs, qui n'a jamais condamné les pratiques de cette banque, qui ont entre autres permis à la Grèce de cacher une partie de sa dette. Donc, vous l'avez bien compris un petit peu comment ça fonctionne, le système bancaire actuel. Ça fait près de 500 ans, en fait, qu'on nous fait croire qu'on va gagner de l'argent et qu'en fait, on a bien compris que ce sont les banques qui gagnent de l'argent et non pas nous. En fait, pour vous faire un petit résumé très, très court, il y a 500 ans, quand la valeur marchande était l'or, ils ont eu l'idée de créer, si vous voulez, des coffres-forts et donc de mettre son or dans des coffres-forts et de retirer ce qu'on appelle un récépissé. Donc, c'était une forme d'écriture où il y avait marqué la somme exacte que l'on mettait dans ces coffres-forts. Sauf que les premiers banquiers ont eu l'idée, si vous voulez, de mettre un peu plus sur le récépissé. Donc, c'était de l'argent qui était quasiment gratuit, sauf qu'on devait rembourser cette partie-là, mais avec des intérêts. Et c'est là que les banques ont été créées. Et ça fait 500 ans que ça dure. Donc, à chaque fois que vous empruntez de l'argent, c'est de l'argent qui n'existait pas. Par contre, vous devez travailler très, très difficilement pour pouvoir rembourser ces intérêts-là. J'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bitcoin et de la blockchain? Alors, mettez-moi dans le chat pour savoir si des personnes n'ont jamais entendu parler du Bitcoin ou de la blockchain. Ok. Donc, tout le monde a déjà entendu parler un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler sur cette conférence de la blockchain ou du Bitcoin? Apparemment, je pense que tout le monde a quasiment eu cette information. Ah, Katie, jamais. D'accord. Ok, au moins une personne. Eh bien, Katie, j'espère que tu seras contente de cette conférence pour que justement, on puisse te donner toutes les informations nécessaires pour que tu puisses comprendre ce que c'est. Alors, qu'est-ce que la blockchain et le Bitcoin? La blockchain, c'est tout simplement la troisième révolution numérique. Elle a vu le jour en même temps que le Bitcoin, donc en 2009. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est un système de paiement digital qui passe par Internet. Donc, comme je viens de le dire, en fait, depuis ce siècle, on a eu en fait 3 révolutions qui ont impacté notre mode de vie. On est passé, dans le premier slide que vous voyez sur la gauche, on est passé du analogique au digital. Il y a 26 ans seulement, on est passé à Internet. Internet, tout le monde connaît Internet aujourd'hui. Ça a révolutionné notre mode de vie. On a vraiment fait beaucoup de choses grâce à Internet. Des entreprises se sont créées via ce site-là. C'est vrai qu'Internet, malheureusement, il y a quand même du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc ça, je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, par contre, on assiste à une nouvelle révolution qui s'appelle la blockchain. Donc la blockchain, c'est quoi? Vous allez le comprendre dans le slide suivant. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de l'argent. Donc comprendre pourquoi les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est une révolution financière, mais comment elles ont été créées. Pour ça, il faut revenir, en fait, il y a des millions d'années, quand nos ancêtres des ancêtres, des hommes préhistoriques, donc, échangeaient donc, une valeur marchande contre une autre valeur marchande. Donc, par exemple, sur ce slide, vous voyez qu'ils échangeaient un petit lapin contre
contre un élan, enfin n'importe quoi, je ne sais plus ce que c'est comme dessin. Mais voilà, ils y changeaient toujours une valeur marchande contre une autre. Et ensuite, bien plus tard, donc à l'époque de l'Antiquité, on a commencé à utiliser du matériau, donc l'argent et le cuivre principalement, pour échanger des biens et des services. Bien plus tard après, on est passé donc à la monnaie fiduciaire que l'on connaît aujourd'hui, les euros, le dollar, etc., donc les billets de banque, les pièces de monnaie. Et quelques années ensuite, donc en 1977, a vu le jour la première carte bleue. Donc à l'époque, c'était une carte bleue à trous où on pouvait on pouvait retirer au premier distributeur 200 francs par semaine. Et là, c'est là qu'on a assisté vraiment à l'évolution de l'argent numérique, donc avec la première valeur numérique. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, on connaît les crypto-monnaies. Donc c'est pour ça c'est bien pour vous faire comprendre que c'est vraiment l'évolution de l'argent. Donc le Bitcoin, donc ça fait partie de la première crypto-monnaie. Alors, comme je disais tout à l'heure, la blockchain, c'est la révolution technologique d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Je vais vous montrer avec le slide suivant pour vous faire comprendre en quelques secondes comment fonctionne la blockchain. Yann Miller, ici présent ce soir à cette conférence, et moi-même, si on veut s'échanger, par exemple, des bitcoins, donc on passe par la blockchain. Donc, Yann Miller représente monsieur A et je représente monsieur B. Chaque transaction qui est effectuée représente un bloc. Ce bloc sera validé par le nœud du réseau, donc par des informaticiens qu'on appelle des miners, qui s'occupent de transférer, de valider chaque transaction qui est effectuée. Et une fois que la transaction est effectuée, elle vient s'ajouter à la chaîne, d'où le nom blockchain, qui veut dire en fait chaîne de blocs. Alors pour mieux vous comprendre, pour vous faire comprendre ce qu'est la blockchain, RTL a fait une interview par rapport à pour expliquer la blockchain à l'époque quand elle a vu le jour. Donc j'en dis pas plus, regardez cette vidéo. Vous écoutez RTL. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulman. 8h16, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin, Rémi veut nous parler déjà d'une révolution numérique qui pourrait nous permettre demain de nous passer des banques ou bien d'acheter une maison sans notaire, bref, de faire sans ces intermédiaires. Cette énorme révolution qui pourrait bouleverser nos vies porte un nom, la blockchain. Oui, vous vous souvenez Yves de la première fois que vous avez entendu le mot Internet? Oui. Eh bien, vous vous souviendrez de la première fois que vous avez entendu le mot blockchain, la chaîne de blocs en français. Je me méfie de ces révolutions technologiques qu'on nous annonce toutes les 5 minutes, mais là, tous les experts du numérique le disent, cette révolution de la blockchain est comparable à l'Internet amorcé il y a 26 ans, parce que ce n'est pas une innovation, c'est carrément une nouvelle façon d'échanger entre les hommes. Alors, si ça change nos vies à ce point-là, Rémi, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, en quoi consiste exactement la blockchain. Alors, depuis des centaines d'années, on est d'accord là-dessus, Yves, on fait des transactions grâce à des tiers, un magasin hier, un site Internet aujourd'hui. Eh bien, la blockchain va supprimer ces intermédiaires. Imaginez, sur Internet, vous achetez une table à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui transférez 200 €. Vous ne passez pas par Amazon ou un autre site, mais votre transaction entre vous et lui va être archivée dans une sorte de gigantesque livre de compte public. Ce livre de compte virtuel n'est pas tenu par Amazon ou un autre acteur du net qui touche une commission, mais collectivement par des milliers de personnes de la chaîne, de la blockchain. Ces milliers d'acteurs valident la transaction et vous disent à vous et aux vendeurs, allez-y, vous êtes fiables tous les deux. Cette grande chaîne réussit un exploit inédit, créer de la confiance entre deux inconnus sans intermédiaire. Mais attendez, si ce registre est public, n'importe quel petit malin peut en modifier les données. Alors non, aucun acteur ne détient ou n'a accès à la totalité de ce livre de compte. En fait, cette blockchain, c'est comme un immense puzzle qui est découpé, disséminé sur des milliers de serveurs. La preuve que vous avez payé ces 200 € contre une table reste dans la blockchain. Les transactions peuvent être consultées mais pas modifiées, car pour que votre vendeur triche, il faudrait qu'il détienne l'ensemble des pièces du puzzle, ce qui est impossible. La blockchain, c'est donc un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui supprime les intermédiaires traditionnels. C'est là qu'est le potentiel totalement révolutionnaire. On pourrait se passer des notaires, des compagnies d'assurance, des cartes bleues, etc., etc. Le champ d'application est infini. Vous êtes donc en train de nous dire que les banques qu'on connaît peuvent disparaître et que Google peut lui aussi disparaître. Alors je vous annonce la mort de personne, moi, mais ces acteurs ont effectivement du souci à se faire et ils cherchent déjà la parade, car certaines expérimentations de blockchain existent. Dans certains pays pauvres, on utilise par exemple le système pour établir des cadastres. La blockchain pourrait vraiment commencer à changer nos vies dans 10 ans. On va effectivement vers une nouvelle forme d'économie qui peut contourner les géants de la Silicon Valley, prédit Gilles Babinet, un des experts français du numérique les plus pointus. C'est la première fois qu'on a une technologie qui est, entre guillemets, anticapitaliste. C'est-à-dire, tout le monde est détenteur de la technologie, il n'y a plus d'hommes intermédiaires. C'est-à-dire que quand j'utilise Uber, j'enrichis Uber. J'enrichis pas uniquement le taxi qui me conduit. Et là, on peut faire un Uber sans Uber. C'est-à-dire que 100% de l'argent que je vais donner va aller au taxi. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On pourrait donc voir une flotte de taxis, Yves, sans Uber et sans entreprise. Cette
c'est révolutionnaire au point que Gilles Babinet pense, avec bien d'autres, que l'inventeur anonyme de la blockchain devrait recevoir le prix Nobel. C'est cette technologie qui a permis la création notamment de la monnaie virtuelle Bitcoins. Certains économistes dans le Wall Street Journal ont écrit que depuis 5 siècles, depuis l'invention des banques, la blockchain constitue l'innovation économique la plus importante. Et vous savez, le Wall Street Journal débloque et se déchaîne assez rarement. En tout cas, on va suivre ça d'extrêmement près. Vous étiez le premier, une fois de plus, à nous en parler. Donc voilà, vous avez compris un peu comment ça se passe, la blockchain, vous avez compris en fait entre guillemets. Donc pour faire un petit résumé de cette vidéo-là, en fait la blockchain c'est vraiment un système qui permet d'effacer toute comment dire intermédiaire. En fait, vous ne passez plus par la banque, vous ne passez pas par un notaire pour acheter une maison, pour acheter une voiture, vous n'avez pas besoin de garage. Vous voyez, c'est vraiment un système qui évite de passer par un intermédiaire. Donc c'est quoi? C'est pour que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé et surtout beaucoup moins coûteux. Donc qu'est-ce que la crypto-monnaie Bitcoin? Donc, Bitcoin, ça a été créé donc, en 2009. Donc, c'est une monnaie qui passe par Internet grâce à la technologie de la blockchain que vous avez pu voir. C'est totalement indépendant des banques et du gouvernement, ce qui permet vraiment d'être son propre banquier, d'accord, de rendre compte à personne. C'est totalement sécurisé, transparent et sans intermédiaire, d'accord. Et surtout, ça réduit le coût et la durée des transferts. Je donne un petit exemple. Il y a des Africains dans la salle? Oui. Nguyen, effectivement. Et ben en fait, par exemple, moi, je suis en France, je veux envoyer des bitcoins ou de l'argent à Nguyen, qui se situe en Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, au lieu de passer par la Western Union qu'on connaît tous aujourd'hui, je pense, ça nous coûte des frais, ça met entre 7 à 10 jours à arriver. Donc, je crois qu'on peut arriver jusqu'à 30% de frais, c'est énorme. Et en plus, ça prend du temps. Et ben avec le bitcoin, vous envoyez de l'argent, c'est comme si vous envoyiez un SMS. Et en plus, ça vous coûte quasiment rien. C'est quand même pas bénéfique tout ça? Donc en gros, le Bitcoin, pourquoi c'est un énorme potentiel? Ben, c'est tout simplement parce que contrairement aux monnaies fiduciaires qu'on connaît aujourd'hui, où la planche à billets elle tourne à gogo et que plus ça va et plus le pouvoir d'achat diminue, le Bitcoin, c'est carrément l'inverse. Le potentiel, c'est qu'il y a 21 millions de Bitcoins en circulation. Pas une de plus, pas une de moins. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le nombre de pièces est limité. Et c'est ça qui fait la différence avec les monnaies fiduciaires qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a presque 16 200 000 pièces en seulement 8 ans qui a été créées. La dernière pièce du Bitcoin, notez bien, sera créée en 2140. Vous avez bien compris, 2140. Donc, ça marche tout simplement avec l'effet de rareté, tout simplement avec le jeu de l'offre et la demande. Plus on en crée, moins il en reste, et plus ça prend de la valeur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, contrairement à l'or, que tout le monde connaît que c'est une valeur marchande qui est soi-disant tout le temps rentable, eh bien, c'est faux. Est-ce que, je donne un petit exemple comme ça, avec le logo, avec le pain, est-ce que vous allez à la boulangerie acheter une baguette de pain avec un lingot d'or? Qui l'a déjà fait? J'imagine que personne n'a fait, ça c'est sûr. Mais pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que l'or, il n'est pas, comment dire, on ne peut pas le séparer, il n'est pas dématérialisé. En fait, le Bitcoin, on peut utiliser des fractions. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, j'ai bafouillé. L'or, il n'est pas fractionnable, contrairement au Bitcoin. On peut acheter 1/6 de Bitcoin. Donc aujourd'hui, un Bitcoin vaut quasiment 3 700 €. On peut acheter des fractions de Bitcoin. Donc du coup, on peut acheter son pain avec du Bitcoin. On peut acheter n'importe quel objet ou prestation de service avec du Bitcoin. Et ça, c'est révolutionnaire. Donc, ce qui est intéressant, aujourd'hui, on a parlé d'une monnaie, donc Bitcoin, mais comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple, en fait, Bitcoin, c'est une monnaie. C'est reconnu depuis 2013 comme une monnaie légale et on peut l'utiliser partout dans le monde. Il y a différentes enseignes comme Amazon, PayPal, Subway, Victoria's Secret, petite dédicace aux femmes, et Takeaway. Mais il y a aussi Uber. À Paris, vous avez aussi la Maison du Bitcoin dans le 2e arrondissement. Je vous invite à aller sur Internet, c'est rue du Caire, je crois, donc dans le 2e arrondissement. Et vous avez également une rue où il n'y a que des commerçants dans Paris qui utilisent le Bitcoin. Donc, c'est exceptionnel. C'est vraiment pour vous faire comprendre que cette monnaie est vraiment en train de concurrencer les plus grosses monnaies fiduciaires aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont un petit peu face au scepticisme, on a mis une petite vidéo en place pour vous faire comprendre comment le Bitcoin fonctionne et qui parle d'une révolution financière. J'en dis pas plus, regardez la vidéo. Thanks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. But is Bitcoin really the money of the future? Bitcoin. All the rage, but what the hell is it? Bitcoin is better than currency. It's a big industry around Bitcoin. People have made fortunes out of Bitcoin. The technical answer in Bitcoins is that Bitcoins is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. If people have got lots of Bitcoins and they want to go to space, I'd much rather they
spent that money on our spaceship. I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Voilà, donc vous avez un petit peu compris, ça, même si c'est de l'anglais, en fait, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris la vidéo, le sens de la vidéo, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez bien vu les grandes personnalités qui utilisent Bitcoin, comme Bill Gates, Richard Branson, le CEO de Google. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnalités, de gens célèbres et des gens qui sont puissants qui utilisent cette monnaie. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là savent, ce sont des visionnaires, ce qu'on appelle des visionnaires, ils savent que c'est une monnaie aujourd'hui qui a beaucoup de potentiel. Donc, il y a quelque chose qui est super intéressant à comprendre, et ça, ce n'est pas uniquement dans le Bitcoin, c'est pour tous les concepts qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui, en 2017. Et ça, je parle pour des millions d'années. À chaque fois qu'il y a un concept qui se crée, une société qui se crée, une start-up qui est montée, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, en fait, chaque concept, et ça c'est encore important de le comprendre, chaque concept passe par les 3 étapes de l'évolution. La première étape, c'est toujours on ridiculise. Je prends l'exemple de Bitcoin en 2009, tout le monde disait que c'était un Ponzi, que c'était la plus grosse arnaque du siècle et que tout le monde se ferait avoir. Étape numéro 2, en 2013, quand Bitcoin a commencé à être légalisé, on a voulu dire au crier au secours parce que c'est un gros danger, ça fait peur, on a commencé à vouloir l'interdire. Et puis finalement, aujourd'hui, le Bitcoin, comme beaucoup d'entreprises, comme beaucoup de concepts, on admet que c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les faits qui parlent. Aujourd'hui, on peut la dépenser, on peut retirer son argent quand on veut, et ça, c'est important de le comprendre. Donc, l'historique de la valeur du Bitcoin, donc ça, c'est un document qui date de 2013, donc à l'entrée en bourse de Bitcoin, le jour où il a été légalisé. On s'aperçoit sur la courbe que vous voyez en janvier 2009, donc quand ça a commencé à être sur le marché, on est passé de 10 centimes de dollars à 1 200 $ en seulement 4 ans. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Si vous aviez investi 100 $ en 2009, vous avez gagné 1 200 000 $ en 2013. Vous imaginez un petit peu? 100 $, tout le monde peut mettre 100 $ ou 100 € aujourd'hui. En 4 ans, vous étiez millionnaire. Il y a un article sur Forbes Magazine, donc je ne sais pas si vous connaissez Forbes Magazine, qui est le plus gros magazine d'investissement et de l'économie au monde, a publié un article en 2013 avec un récapitulatif de tous les investissements qui étaient possibles et qui étaient rentables. Tout le monde connaît l'or. Et vous voyez l'or, cette année-là, en investissant 100 $, vous n'aviez que 80 $ de bénéfices, de 80 $ de retour d'investissement. Donc, vous étiez en déficit de 20 $. Je passe l'exemple, Coca-Cola, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, etc. Netflix se démarque un petit peu. Et la courbe rouge, vous voyez Bitcoin. Donc, c'était le plus gros investissement de ce siècle qui a été prononcé en 2013. Alors, juste 2 petites secondes, je vois qu'il y a Katie qui me demande beaucoup de questions. Katie, et bien sûr, c'est valable pour tout le monde. J'invite vraiment à poser toutes les questions à la fin de cette présentation. Merci beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la success story par rapport au Bitcoin. Donc, vous allez voir sur Internet, si vous tapez success story du Bitcoin, vous allez en avoir quelques centaines. Nous, on en a pris une qui est quand même assez bluffante et assez cocasse. C'est qu'il y a un Norvégien qui s'appelle Christopher Koch. À l'époque, en 2009, il acheta 27 $ de Bitcoin. Donc, c'était quasiment rien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il a complètement oublié qu'il avait investi dans le Bitcoin. Parce que pour lui, ça ne lui parlait pas plus que ça. Il a fait ça comme ça. Et il se trouve qu'en 2013, donc quand il a réalisé que le Bitcoin, il avait explosé et que dans les médias, il était de plus en plus populaire, il est retourné sur son back-office, à l'époque, sur sa plateforme où il avait acheté les Bitcoins, et il a vu qu'il avait fait un bénéfice de 886 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais acheter 27 $, c'est quasiment un petit panier de courses. Et là, il a eu 886 000 $ de bénéfices. Donc, ce qui fait qu'est-ce qu'il a acheté? En fait, il s'est acheté un appartement de luxe. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Et des histoires comme ça, vous en avez plein. Alors, cette fois-ci, c'est une courbe donc, avec la courbe valeur actuelle du Bitcoin donc aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 4 septembre 2017. Et à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à 3 700 €, soit quasiment 4 100 $. Donc, vous voyez un petit peu la courbe. Vous imaginez bien que, en fait, que le Bitcoin, il va de plus en plus haut. Avant, on était plus dans une phase de stabilité, alors que maintenant, vous voyez que le Bitcoin, il fait que d'augmenter. Il y a quelques années en arrière, le Bitcoin, il y avait beaucoup de variations. Il était très, très volatile. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la courbe, elle a stagné en 2016, et puis il se trouve que depuis 2016, elle a fait que d'augmenter. Et c'est là qu'on comprend le potentiel du Bitcoin, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de volatilité. Pourquoi? Parce qu'on achetait, on vendait. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte du potentiel. Donc du coup, le Bitcoin, il fait que d'augmenter, augmenter, et je vous assure qu'il n'a pas fini. La grande question, est-il trop tard pour en acquérir? J'ai envie de vous répondre que non, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous dis tout à l'heure, aujourd'hui, on a le potentiel, on connaît le potentiel du Bitcoin. Donc, on a plusieurs statistiques qui disent qu'aujourd'hui, en fin 2017, il atteignerait les 3 000 $. Sauf qu'aujourd'hui, il est à 4 100 $, même depuis le mois d'août. Donc, vous voyez, à 6 mois d'écart,
on a déjà dépassé les statistiques. Donc nous, on a voulu faire une petite évaluation des statistiques, pas faire trop peur aux gens, mais on en pensait qu'en 2018, il pourrait être à 5 000 euros. En 2020, il pourrait atteindre les 20 000 euros. Et en 2030, on a mis 3 petits pointillés parce que là, les chiffres sont quand même assez gros. Et la réponse sera dans le slide suivant. Donc voilà celui-ci. Donc l'avis des experts. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu l'avis des experts de la finance et du Bitcoin et qui vont vous donner justement les statistiques de leur propre évaluation. Donc, vous voyez la dernière phrase qui était notée justement, donc, qui montre que justement l'offre se fait de plus en plus rare et la demande de plus en plus importante. Et c'est là que vous voyez le potentiel du Bitcoin. Vous voyez pourquoi ces experts de la finance et du Bitcoin ont vraiment envie de vous montrer que le Bitcoin va faire que d'augmenter. Tout à l'heure, dans le slide que j'ai montré il y a quelques minutes, je vous ai expliqué pourquoi le Bitcoin il augmentait. Parce que la valeur est limitée. Le nombre est limité. Le nombre de 21 millions de pièces. Donc forcément, plus on en crée, et plus ça devient rare, et plus ça devient rare, plus ça prend de la valeur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, pour résumer un petit peu comment ça se passe avec le Bitcoin et la blockchain. Donc vous avez su un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut s'en servir, comment ça fonctionne, quel est le potentiel. Donc maintenant, je vous pose une petite question. Qui a envie aujourd'hui d'avoir des Bitcoins?